Merci d'être à mes côtés pour cette présentation. Vraiment, je suis ravie en tout cas de pouvoir animer avec vous cette séquence. Alors, moi, je le fais de Finlande. Je ne vous envoie pas le froid qui est le nôtre actuellement, mais au contraire, voilà, je vous envoie toute la chaleur qu'on peut trouver dans ces Dans nos habitations cœurs. finlandaises. Bon, bah écoutez, en tout cas, ravie. J'attends juste que mon équipe me donne le feu vert pour lancer officiellement ce webinaire. J'attends donc encore une petite seconde, leur go. C'est bon, me dit-on. Bon, eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous pour votre présence. Nombreuses en inscription et certainement également en présence, même si je n'ai pas à ce stade, là encore, les chiffres. Donc, ce webinaire, comme vous l'avez compris, a pour objectif de vous informer sur la réforme des retraites et à travers vos questions, nous aborderons certaines particularités des Français de l'étranger. Vous le savez, le texte de la réforme arrivera en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Et c'est pourquoi j'ai demandé à mes deux collègues députés, membres de cette commission, Charlotte Parmentier-Lecoq, qui est députée du Nord de la 6e circonscription, et Emma Ferracci, qui est lui députée des Français établis hors de France, 6e circonscription. Donc, je leur ai demandé d'être parmi nous parce qu'ils sont des experts, des spécialistes de la question, et il était important de pouvoir vous répondre avec toute leur expertise à mes côtés. Donc, Charlotte, Marc, vous êtes tous les deux, comme je le disais, des spécialistes de ce projet de réforme. Un grand merci pour votre temps, votre disponibilité. Et avant de vous céder la parole, je vais apporter deux petites précisions à travers deux points. Donc, tout d'abord, que je me trouve, comme je l'indiquais tout à l'heure, en Finlande et que je suis accompagnée alors, à l'ambassade de France et que je suis accompagnée par écran interposé de Monsieur Hugo Plagnol, qui est conseiller des Français de l'étranger et qui aura lui aussi, dans le cadre de ces échanges que nous allons avoir ensemble, eh bien, un petit temps, puisqu'il a souhaité évoquer le cas finlandais, donc des retraites vues de ce pays. Et puis également, donc deuxième point, pour vous dire que mon équipe a préparé un petit diaporama qui reprend les grands points de cette réforme et qui servira un peu de fond d'écran, de support visuel à mes deux collègues députés lors de leur présentation. Et vous pourrez également, je tiens à vous le dire tout de suite et vous le préciser, retrouver ce document dans les ressources en partage de ce webinaire. Donc, nous accueillons évidemment vos questions. Nous y répondrons après les présentations dans la mesure où nous entrons dans le temps imparti, c'est-à-dire 1 heure d'échange et de présentation de ce webinaire. Voilà. Marc, Charlotte, recul de l'âge légal de départ à la retraite, durée de cotisation, pension minimum, emploi des seniors, pénibilité, fin des régimes spéciaux. À vous, que prévoit le projet de loi portant sur la réforme des retraites? Bien, bonjour à tous. Je prends la parole, parce qu'on s'est un petit peu réparti les sujets avec Charlotte. Moi, je vais vous parler de la mesure d'âge et de ce qui justifie cette mesure d'âge de notre point de vue, c'est-à-dire du point de vue de la majorité présidentielle, en donnant quelques éléments de cadrage, aussi quelques arguments de nature peut-être un peu plus politique, mais qui pourront faire l'objet de débats sur lesquels tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Vous parlez ensuite des sujets, parce que je sais que c'est des sujets qui remontent beaucoup, liés à l'emploi des seniors et ce qui est prévu à brève et à moyenne échéance sur ce sujet-là. Et ensuite, Charlotte évoquera un certain nombre de sujets qui touchent ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement, et notamment les enjeux de pénibilité, de carrière longue et ce sujet de la retraite minimale. Alors, voilà, je ne vais pas forcément m'appuyer directement sur le PowerPoint, mais il est utile parce qu'il donne un certain nombre d'éléments de cadrage, et en particulier les masses financières en jeu. Pourquoi cette réforme est nécessaire? Là, je vais m'appuyer beaucoup sur les constats
même s'ils font l'objet de quelques petits débats ces derniers jours, les constats qui sont posés par le Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites nous dit une chose relativement simple, c'est que l'ensemble de nos régimes de retraite, quand on les considère dans leur globalité, vont être en déficit dans les 25 prochaines années. Il y a un excédent cette année, en 2022, mais c'est le dernier excédent avant un certain temps, suivant les projections, puisque les déficits prévus par le rapport du corps vont s'échelonner progressivement pour atteindre jusqu'à 10, 20 et même 25 milliards d'euros par an. Alors, sur le diaporama que vous avez des déficits qui sont exprimés en pourcentage du PIB. Moi, je préfère évoquer un solde en milliards d'euros, parce que ça permet quand même, même si la référence au PIB est tout à fait légitime, ça permet quand même de cadrer un petit peu les idées. Dans les 10 prochaines années, si rien n'est fait, eh bien, les déficits cumulés atteindront environ 150 milliards d'euros, et ça s'accroîtra. Ça, c'est le constat de ce qui nous attend et qui est lié évidemment aux évolutions démographiques. Vous le savez, le ratio entre les cotisants et les retraités, eh bien, diminue. Il était de 3 cotisants pour un retraité en 1970, de 2 cotisants pour un retraité en 2000. Il est aujourd'hui de 1,7 cotisants pour un retraité, et on aura à peu près 1,5 cotisants par retraité en 2040. Donc, on a une évolution qui est commune à la plupart des pays développés et à laquelle nous devons apporter des réponses. Donc, nécessité d'une réforme. Je ne vais pas relancer le débat sur ce qu'était la précédente réforme, celle d'un système de retraite universel à points. Là, nous avons une réforme qui, tu l'as dit, Samantha, articule en termes de mesure d'âge un recul de l'âge légal de 62 à 64 ans à horizon 2030 et une accélération de la réforme dite Touraine, la réforme de 2014, qui prévoyait de passer à l'horizon 2035 à 43 annuités. La réforme qui nous est proposée par le gouvernement va avancer à 2027 le passage à 43 annuités, donc de 2035 à 2027. On a une accélération de la réforme Touraine. Ces deux paramètres combinés étant censés générer une économie de 18 milliards d'euros environ en 2030. Alors, une première question sur cette mesure d'âge qui est fréquemment posée, donc j'essaye d'y répondre par avance, c'est pourquoi agit-on sur l'âge légal et pourquoi n'agit-on pas seulement sur la durée de cotisation? La réponse, elle est que l'âge légal, c'est le levier le plus puissant, le plus efficace pour maintenir en emploi les seniors et, ce faisant, pour élever le taux d'emploi des seniors. Il y a des éléments de constat à l'appui de cet argument, et en particulier ce qui s'est passé avec la réforme Fillon de 2010. En 2010, le taux d'emploi des 60-64 ans était de 19%, très faible. Aujourd'hui, le taux d'emploi des 60-64 ans est de 33%. Alors, on pourrait se dire, c'est une très belle augmentation. Pourquoi a-t-on besoin de faire une réforme? Eh bien, parce que 33%, ça reste beaucoup plus faible que dans un certain nombre de pays. On évoquait par exemple l'Allemagne, où le taux d'emploi des 60-64 ans est de l'ordre de 60%. La Suède, il est encore plus élevé. Et donc, il y a une relation presque mécanique entre l'âge légal et le maintien dans l'emploi des seniors qui permet d'élever leur taux d'emploi. Ça, c'est l'élément très important. Alors, on pourrait creuser un petit peu et se demander, au fond, pourquoi la durée de cotisation ne génère pas, au fond, des effets aussi significatifs. Eh bien, la raison, c'est que l'âge légal, c'est une information dont tout le monde dispose. Les employeurs, les salariés, et ça donne aux employeurs et aux salariés la possibilité de discuter du moment où les salariés quittent l'entreprise pour partir à la retraite ou pour partir dans une phase équivalente à la pré-retraite. En France, ces phases sont souvent des phases où les gens sont subventionnés par l'assurance chômage. Avec l'âge légal, on a une borne à laquelle chacun peut se référer et qui organise la discussion entre les employeurs et les salariés et qui, au fond, permet d'assurer le maintien des salariés plus longtemps. Ça n'est pas le cas avec la durée de cotisation, qui est une information qui est souvent difficile à obtenir, y compris
de la part du salarié pour savoir concrètement quelle est la durée de cotisation qui lui reste avant d'obtenir la durée de cotisation requise pour liquider sa retraite. Et donc, on a cet effet qu'on appelle parfois l'effet horizon lié à l'âge légal et qui repousse la présence en emploi des seniors. C'est la principale raison pour laquelle on agit sur cette durée, sur cet âge légal, pardon. Et si j'en termine avec ces questions purement financières, si on devait ne faire qu'accélérer la réforme Touraine, eh bien, les économies qui seraient réalisées à horizon 2030, je prends toujours 2030 parce que c'est la borne qui est choisie par le gouvernement pour présenter ces simulations, serait de l'ordre de 5 milliards d'euros, grand maximum, contre 18 milliards en combinant les deux éléments de la réforme. Donc voilà pourquoi on fait cette réforme. On fait cette réforme pour équilibrer notre système par répartition. Eh bien, c'est fondamental d'équilibrer notre système parce que sinon, eh bien, ce ne sera tout simplement plus un système par répartition. Il faut quand même rappeler qu'un système par répartition, c'est un système dans lequel, par nature, il doit exister un équilibre entre les cotisations et les pensions. Et cet équilibre, comme je l'ai indiqué, il va battre de l'aile dans les de certains régimes. C'est ce qui a été mis en évidence par le Haut Commissariat au Plan il y a quelques semaines. C'est 30 milliards d'euros aujourd'hui qui passent du budget de l'État vers le financement du régime de retraite de la fonction publique à travers une surcotisation et qui passent vers le financement ou l'équilibre des régimes spéciaux et en particulier celui de la SNCF. Donc, on a déjà une situation où, quand on la regarde avec un petit peu de distance, il y a des déséquilibres financiers. Et si on ne résout pas ces déséquilibres, ce qui nous attend, et j'en terminerai par là pour essayer d'illustrer la nécessité de cette réforme, ce qui nous attend, c'est une dégradation du revenu relatif des retraités. Je dis bien du revenu relatif. Le revenu des retraités aujourd'hui en France est légèrement supérieur à celui des actifs, à celui de la population d'ensemble, pardon, un peu plus de 100% du revenu moyen de la population. Si on laisse le système sans réforme, eh bien, suivant les hypothèses du corps, le revenu des retraités baissera de 13 à 25% pour atteindre 87 à 75% du revenu des actifs. Et donc, il y aura une paupérisation relative des retraités. C'est la conséquence naturelle de l'évolution démographique. Voilà. J'ajoute, et j'en termine, un dernier argument qui est relatif non pas au système de retraite, mais à des enjeux un petit peu plus larges. On a beaucoup dit, et je le redis ici, que l'argent des cotisations retraite servira exclusivement à financer les pensions, mais l'augmentation du taux d'emploi que l'on peut attendre de cette réforme va, elle, avoir des effets positifs sur d'autres recettes publiques. Elle va avoir des effets positifs sur d'autres cotisations, les cotisations d'assurance maladie, les cotisations d'assurance chômage patronale, puisqu'on a supprimé les cotisations chômage salariales, mais aussi les recettes fiscales. Et de ce point de vue, la réforme des retraites est aussi une condition pour financer un certain nombre d'investissements collectifs qui sont nécessaires à notre souveraineté, des investissements évidemment dans le domaine industriel, dans le domaine énergétique, dans le domaine alimentaire, mais également dans le contexte que vous connaissez tous, eh bien, dans le domaine de la souveraineté militaire. Voilà, je ne vais pas être plus long et je vous dis simplement un petit mot sur la question de l'emploi des seniors parce que j'ai beaucoup insisté sur cette idée que la réforme avait vocation à élever le taux d'emploi. On a évidemment besoin d'accompagner cette réforme de mesures qui visent à ce que les seniors soient effectivement maintenus en emploi afin d'éviter que le taux de chômage des seniors n'augmente. Le taux de chômage des seniors aujourd'hui n'est pas préoccupant puisqu'il est, pour les 60-64 ans, un petit peu inférieur à la moyenne nationale, c'est 6,9% pour les 60-64 ans, 7,4% au national. Mais le projet du gouvernement vise à faire en sorte que le taux d'emploi des seniors s'améliore
en accompagnant la mesure d'âge d'un certain nombre de mesures qui auront des effets. J'en cite trois. La première, c'est la facilitation et on va dire le fait de rendre plus attractif le cumul emploi-retraite. Et donc, permettre aux gens qui ont passé la phase de liquidation de leur retraite de continuer à travailler afin qu'ils soient plus fréquemment en emploi. Aujourd'hui, le cumul emploi-retraite ne génère pas de droits nouveaux à la retraite. Demain, il en créera et le fait de travailler après l'âge de liquidation permettra d'augmenter le niveau des pensions. Donc, on a ici une incitation qui sera plus forte à maintenir et pour les seniors à se maintenir en emploi. Deuxième élément sur l'emploi des seniors, l'index qui va être créé par le gouvernement en lien avec les partenaires sociaux et les branches professionnelles pour identifier les entreprises qui jouent le jeu de l'emploi des seniors, à la fois parce qu'elles les embauchent, parce qu'elles les maintiennent dans l'emploi et potentiellement parce qu'elles les forment. La discussion autour des critères qui vont constituer cet index va être renvoyée à un décret. Mais ce qui est important, c'est que cet index, il a vocation à la fois à responsabiliser les entreprises. L'absence de publication de cet index vaudra une pénalité aux entreprises et l'absence d'amélioration de cet index imposera aux entreprises d'opérer une négociation collective sur l'emploi des seniors. Il y a un débat qui est ouvert et qui aura lieu au Parlement sur l'opportunité d'aller vers des mesures encore plus coercitives s'agissant de cet index. Et je pense que nous aurons ce débat, peut-être d'ailleurs dès maintenant. Mais en tout état de cause, à ce stade, ce n'est pas ce qui est prévu. Et enfin, j'en termine avec des mesures qui seront renvoyées à d'autres textes que celui qui nous attend, mais des mesures de nature réglementaire qui sont en particulier en lien avec l'assurance chômage. Ce que l'on souhaite, c'est faire en sorte que les seniors qui cherchent un emploi n'aient pas ou n'aient plus à subir une décote salariale quand ils prennent un nouvel emploi. Quand vous arrivez à 50 ou 55 ans au chômage, vous avez généralement un niveau de salaire qui est important parce que vous avez progressé à l'ancienneté. Les offres que l'on vous propose sont en général moins favorables. Et donc, l'enjeu, c'est que l'assurance chômage donne une incitation à reprendre des emplois et compense, au fond, cette perte salariale que connaissent beaucoup de gens et qui, malheureusement, les fait rester au chômage trop longtemps jusqu'à perdre de l'employabilité, perdre des qualifications et finalement aller jusqu'au bout de leur droit à l'assurance chômage. Voilà. Donc, je ne veux pas insister trop, et le débat est ouvert. Il y a certainement beaucoup d'autres remarques qui viendront. Et je vais laisser la parole à Charlotte pour les autres sujets. Merci beaucoup, Marc. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup, chère Samantha, de nous donner l'occasion de présenter cette réforme importante du quinquennat. Vous le savez, notre majorité est très attachée à la valeur travail et évidemment, avec ce décalage de l'âge de départ à la retraite, avec l'effort qui est demandé aux Français de travailler un peu plus longtemps, on réinterroge notre relation au travail. Et donc, cette réforme, elle tient aussi à prendre en compte des situations qui sont celles des personnes qui ont des métiers difficiles, qui ont des carrières longues et aussi des personnes qui ont cotisé toute leur vie, mais qui, au final, ont une retraite relativement faible. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur ce que prévoit cette réforme sur ces différents aspects. D'abord, vous parlez de pénibilité et d'usure professionnelle de façon un petit peu plus large. Cette réforme, en fait, elle aborde la question de la pénibilité et de l'usure professionnelle sous 3 angles. 3 angles qui sont la prévention, la reconversion et la réparation. Et je vais développer ce que l'on prévoit dans cette réforme. La prévention, tout d'abord, parce que comme je dis, on est attaché à la valeur travail, on est attaché à ce que les personnes puissent travailler dans les meilleures conditions tout au long de leur vie et qu'on se donne vraiment les moyens de travailler jusqu'à l'âge de départ à la retraite dans les meilleures conditions. Donc, ça passe par la prévention et cette réforme, elle va renforcer considérablement les moyens qui sont positionnés sur la prévention en santé au travail, la prévention de l'usure professionnelle, avec la création d'un fonds d'investissement dans la prévention qui va être très conséquent puisqu'on prévoit 1 milliard d'euros sur le quinquennat pour venir financer des actions véritablement de prévention
de sensibilisation, de formation, mais aussi de reconversion autour pour les personnes qui sont concernées par les métiers difficiles. Et donc, ainsi, permettre de réduire au maximum les impacts. Et les métiers qui vont être particulièrement concernés par ces mesures, ça va être les métiers qui sont concernés par les facteurs de pénibilité, qui sont ceux que vous connaissez peut-être du compte professionnel de pénibilité, mais également d'autres métiers qui vont être définis par la branche AT-MP et les branches professionnelles, qui sont ce qu'on appelle aussi des métiers difficiles au sens où les personnes sont impactées par des facteurs de risque plutôt ergonomiques, c'est-à-dire de manipulation de charges lourdes, de gestes et postures, de vibrations, donc qui impactent aussi. Et donc, l'ensemble de ces professions vont voir des actions de prévention mises en œuvre dans leur situation de travail et va se mettre aussi en place en parallèle de ça, toujours en termes de prévention, une mesure qu'on a déjà votée l'année dernière, qui est la visite de mi-carrière, qui est une visite médicale qui va avoir lieu autour de 45 ans. Ça commence à se mettre en œuvre et qui va permettre de regarder à mi-carrière l'état de santé de la personne et de déterminer si elle a besoin d'un suivi médical renforcé au vu des risques auxquels elle est exposée. Et donc là encore, pour pouvoir continuer à mettre en œuvre des actions de prévention ou des actions d'adaptation à son poste, mais également d'orienter, le cas échéant, la personne vers des actions comme le conseil en évolution professionnelle, qui est un dispositif qui existe déjà, qui peut lui permettre de regarder si elle peut évoluer et changer peut-être de poste ou de métier et aller vers des métiers peut-être moins impactants sur sa santé. Ce que va permettre aussi cette réforme en matière de reconversion, c'est que pour les personnes qui ont un compte pénibilité, avec des points de pénibilité qui sont évalués et apportés dans ce compte, ça va être de créer un droit à la reconversion, qui là aussi va permettre de financer des temps de formation pour réapprendre un nouveau métier et ainsi continuer sa carrière dans les meilleures conditions. Alors bien évidemment, ça va concerner les personnes qui vont rentrer dans le dispositif, mais on aura toujours, et au début de la réforme, on en aura plus particulièrement, des personnes qui sont impactées, c'est-à-dire où on fait le constat qu'effectivement, leur santé a été altérée par ces métiers difficiles. Et donc, le compte personnel de pénibilité, le C2P, le compte professionnel de pénibilité, va permettre, comme il le permet déjà, de partir en retraite anticipée un petit peu plus tôt que l'âge légal. Mais cette réforme, elle va prévoir aussi de rendre plus accessibles les points de pénibilité, donc qu'il y ait plus de personnes qui puissent être concernées par ce compte pénibilité. Pour les personnes qui sont, elles, sur des métiers, comme j'évoquais tout à l'heure, qui ne sont pas concernées par le compte de pénibilité, mais qui sont identifiées par cette cartographie de métiers difficiles comme impactés par les charges lourdes, etc., eh bien, il y aura une visite de fin de carrière aux alentours de 61 ans qui pourra permettre de définir si la personne, de par son travail, a été impactée et peut remplir un dossier d'inaptitude pour pouvoir partir plus tôt. Et donc là, la personne pourra partir non pas à 64 ans, mais 2 ans plus tôt, à 62 ans. Donc, vous voyez qu'on améliore vraiment la prévention, la reconversion et la prise en compte de la pénibilité. J'ajoute quand même, parce que j'ai vu que vous aviez posé déjà en amont quelques questions, que pour les personnes qui sont en incapacité de travail, on maintient l'âge de départ à 62 ans, quel que soit le nombre de trimestres cotisés. Donc, on maintient bien cet âge légal qui permet de ce fait-là une retraite anticipée par rapport aux 64 ans. Et pour les personnes en situation de handicap, on maintient un départ à la retraite à 55 ans. Voilà des mesures qui sont assez fortes pour permettre vraiment de travailler dans les meilleures conditions. Elles sont aussi déployées dans la fonction publique sur le volet prévention, notamment dans tout le domaine de la fonction publique hospitalière. Et je pense qu'il faut aussi prendre en compte une mesure importante qui est reprise dans la réforme, qui est celle de la retraite progressive. Parce que là, on va toucher beaucoup plus aussi de publics qui n'ont pas forcément
des métiers identifiés comme pénibles ou cette cartographie de métiers difficiles, mais où les personnes pourraient considérer qu'elles ont envie de réduire un peu leur activité et donc de passer à temps partiel avec un complément financé par la retraite. Donc voilà différentes mesures qui doivent nous permettre au maximum de se maintenir dans l'emploi. Ça, c'est pour le premier volet, pour tenir compte des métiers difficiles et un peu de l'usure professionnelle. Ensuite, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes attachés à la valeur travail et à valoriser aussi, à prendre en compte les gens qui commencent à travailler tôt. Et donc, la réforme, elle prévoit aussi que pour les personnes qui ont des carrières longues, c'est-à-dire qui ont commencé à travailler avant 16 ans, avant 18 ans, avant 20 ans, avec différents niveaux d'âge de début de carrière, on va permettre à ces personnes de partir également plus tôt, après 44 annuités de cotisation. Et donc, pour les personnes qui ont démarré avant 16 ans, elles pourront partir à partir de 58 ans, celles qui ont démarré avant 18 ans à partir de 60 ans et celles qui ont démarré avant 20 ans à partir de 62 ans. Donc là aussi, on permet un départ anticipé. Et avec l'ensemble de ces mesures que je viens d'évoquer, on estime qu'environ 40% finalement des personnes, des actifs, pourront partir à la retraite de manière anticipée par rapport à cet âge, ce nouvel âge légal de 64 ans. Dans les carrières longues, ce qui est important aussi de préciser, c'est qu'on va prendre en compte de nouvelles choses qui n'étaient pas forcément valorisées auparavant, et je pense en particulier aux femmes, avec des trimestres de congé parental qui pourront être pris en compte dans ces carrières longues et donc permettre à ces femmes de partir un petit peu plus tôt. Ensuite, j'ai évoqué que ce qu'on souhaitait aussi, c'était valoriser vraiment les personnes qui ont travaillé toute leur vie, avec peut-être des niveaux de salaire assez bas, notamment les personnes qui ont travaillé toute leur vie au SMIC, où on s'aperçoit qu'aujourd'hui, elles ont des niveaux de retraite qui sont très proches finalement du minimum vieillesse. Et là, on veut vraiment marquer le différentiel. C'est la mesure qui a été présentée et rappelée plusieurs fois par la Première ministre et par le ministre Olivier Dussopt, qui consiste à dire qu'on va passer le minimum retraite à 85% du SMIC, enfin, s'assurer que toutes les pensions minimales seront à hauteur de 85% du SMIC, ce qui représente à peu près 1 200 € bruts pour une personne qui aura cotisé toute sa vie au SMIC. Et ça concerne les personnes qui vont rentrer dans le dispositif, qui vont rentrer dans la réforme. Et ce que nous avons souhaité, et que d'autres groupes politiques ont souhaité aussi, notamment les Républicains, c'est que l'on prenne en compte les personnes retraitées qui sont déjà, évidemment, qui ont déjà liquidé leur pension et qui, elles aussi, ont des niveaux de pension faibles pour leur permettre d'augmenter ce minimum retraite, de l'augmenter 200 €, en tout cas pour les personnes qui auront cotisé au moins 120 trimestres. Donc ça permet également de valoriser le travail, de reconnaître les personnes qui ont travaillé tout au long de leur vie et de garantir un niveau de retraite plus décent et distinct aussi de celui qui est du minimum vieillesse pour les personnes qui, elles, n'ont pas travaillé toute leur vie et qui auront eu peut-être des accidents de parcours. Donc voilà, de façon un petit peu rapide, les différentes mesures qui sont des avancées, je pense, importantes dans cette réforme pour valoriser le travail et prendre en compte toutes ces situations un peu particulières et notre relation au travail. Merci Charlotte. Alors peut-être avant de répondre à quelques questions, parce qu'on aura peut-être du mal à répondre dans le temps imparti à toutes les questions posées, mais nous y répondrons par email si nous n'avons pas le temps ce soir. Peut-être Marc et Charlotte, faire un point sur aussi les particularités dont vous avez déjà connaissance, qui évolueront aussi peut-être avec le débat parlementaire, sur les Français de l'étranger. Alors, merci. Je voulais attendre les questions, mais je vais faire un petit point là-dessus. Alors, concrètement, évidemment, toutes les mesures de la réforme vont s'appliquer
aux Français de l'étranger. C'est le premier point qui est important de souligner. Il n'y a pas, à ce stade dans le projet de loi, et on a demandé d'avoir une vision claire et exhaustive de cela au cabinet du ministère du Travail, il n'y a pas à ce stade de mesures qui soient spécifiques aux Français de l'étranger. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que s'il n'y a pas de mesures spécifiques aux Français de l'étranger, c'est parce que dans les concertations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux durant les quelques semaines et quelques mois qui ont précédé les annonces de la réforme, ces sujets n'ont pas fait l'objet de demandes de la part des partenaires sociaux et donc n'ont pas été, à ce stade, je dis bien à ce stade, intégrés au projet. Je profite quand même pour rebondir sur quelques questions spécifiques que j'ai vues ouvertes dans la fenêtre de discussion, et en particulier des questions relatives aux personnes qui ont eu une partie de leur carrière à l'étranger, ne travaillant pas pour des sociétés françaises. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le rachat de trimestre pour des gens qui ont eu une activité salariée à l'étranger, il est possible. Il est possible, mais dans des conditions un peu précises, sur lesquelles on vous donnera évidemment tous les éléments de lien pour obtenir les informations. Mais en particulier, il faut avoir été à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant un certain temps. Il faut respecter une condition de délai qui est de mémoire de 10 ans pour demander le rachat à compter du dernier jour de la dernière activité à l'étranger. Et il y a un certain nombre de conditions comme ça, mais qui peuvent vous permettre, si vous avez passé une partie de votre carrière à l'étranger et si vous n'avez pas accumulé dans le système français suffisamment de trimestres pour faire valoir la liquidation de la retraite, de racheter des trimestres. Voilà. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas être trop spécifique parce que les conditions sont parfois un petit peu complexes. Mais pour répondre à cette question, il y a déjà des opportunités qui sont ouvertes. Voilà. Sur peut-être un dernier point sur le sujet qui est beaucoup remonté et sur lequel certains pays ou certaines circonscriptions, si on parle des circonscriptions françaises de l'étranger, ont connu quelques avancées, c'est le sujet des certificats de vie. Comme vous le savez, eh bien, il est nécessaire de produire des certificats de vie pour obtenir le versement de votre retraite. Jusqu'à une période récente, dans certains pays, je parle pour ce que je connais, c'est-à-dire la Suisse, ces certificats de vie devaient être produits pour toutes les caisses de retraite auxquelles vous avez été affilié durant votre carrière professionnelle. Les simplifications ont eu lieu pour unifier la présentation des certificats de vie et la discussion ou la réflexion est toujours en cours pour essayer d'automatiser la présentation de ces certificats de vie qui, on le sait, pour un certain nombre de nos concitoyens, engendre des frais de déplacement et des contraintes de déplacement assez lourdes. Et donc, la question de la numérisation de cette présentation est toujours en train d'être discutée avec le cabinet Becht et les administrations concernées. Voilà ce que je pouvais vous dire, mais le message global, c'est que c'est une réforme qui a une portée assez générale et qui ne comporte pas à ce stade de mesures spécifiques pour les FDE. Samantha, tu es en mute. Ça arrive au moins une fois dans un Zoom. Oui, Charlotte, peut-être un petit complément ou on passe directement aux questions? On peut passer aux questions si D'accord, tu parfait. le souhaites. Très bien, non, mais parfait. Alors, Sophie, tu as recensé quelques questions qui revenaient de manière assez récurrente. Oui, alors on en voit dans le chat, mais on les a eues aussi par email, et notamment celle de la retraite à points. On a reçu plusieurs demandes pour savoir pourquoi est-ce que ce projet de loi avait été abandonné, avait été adopté en mars 2020. Il avait été adopté, et pourquoi est-ce qu'il a été abandonné alors qu'il avait été adopté en première lecture? Alors,
Évidemment, je te laisse compléter, Charlotte. Je crois que toi et moi, on est un peu nostalgique de ce système, puisqu'on l'a défendu dans nos fonctions précédentes durant le précédent quinquennat. Pourquoi ce système a été abandonné? Bon, d'abord parce que la contrainte de réformer notre système pour faire des économies dans des délais relativement brefs s'est accrue. Elle s'est accrue d'une part parce qu'entre 2020 et aujourd'hui, vous le savez, la dette publique s'est creusée de manière très importante. On est aujourd'hui sur un ratio de dette sur PIB un petit peu supérieur à 110%. Et on a une situation où les taux d'intérêt remontent et font peser une contrainte majeure sur les finances publiques. Donc ça, c'est un élément qui n'est pas forcément l'élément le plus convaincant pour nos concitoyens qui étaient attachés au système à points, dont les qualités, je ne vais pas vous les redire ici, mais de transparence pour les personnes, d'égalité et d'unification des différents régimes, nous semblait justifier pleinement cette réforme. Je pense que, et je parle aussi sous ton contrôle, Charlotte, en tout cas l'analyse que moi j'ai, c'est que la manière dont ce système est parvenu à l'opinion a été un petit peu brouillée, je pense, par l'introduction de cette mesure de nature paramétrique qu'on appelait l'âge pivot, qui, au fond, correspondait à une contrainte exercée sur l'âge légal de départ, même si c'était au travers d'un mécanisme de décote sur cote. Et fondamentalement, je pense que la compréhension du système global a pu pâtir un petit peu de la conjugaison de cette mesure paramétrique avec la réforme systémique. Voilà, je vous donne mon interprétation subjective et c'est les raisons pour lesquelles, je pense, le président de la République a souhaité dans son programme revenir à une mesure un petit peu plus simple. Et encore une fois, je reviens sur ce point. Dans le programme politique, l'idée de renforcer la souveraineté sous tous ses aspects nécessitait aussi d'avoir une mesure qui ait un impact important sur le taux d'emploi des seniors et sur le taux d'emploi global. C'est aussi la raison pour laquelle le recul de l'âge légal s'est imposé. Oui, je partage complètement ce qu'a dit Marc. Je pense qu'il faut souligner aussi que dans cette réforme, on améliore quand même un peu la convergence entre les différents régimes, parce qu'on supprime une grande partie des régimes spéciaux, qu'on crée certains droits, je pense par exemple à la retraite progressive pour la fonction publique. Donc, j'allais dire, par petits pas, on rapproche un petit peu nos systèmes et peut-être qu'un contexte plus favorable nous permettra plus tard de nous reprojeter sur cette réforme. En tout cas, on y serait juste par attaché. optimisme, on a laissé dans le programme du président de la République une petite mention qui dit qu'on continuera à réfléchir à ce système universel à points. Voilà, ce ne sera pas pour ce coup-là, mais on espère que le chantier se rouvrira à un moment. Merci beaucoup pour ces réponses. Il y a une question, enfin plutôt un argument qui me parle beaucoup, c'est que le terme de la réforme des retraites paraisse logique et justifié avec tout ce que vous venez de dire, avec les données démographiques et économiques. Vu de l'étranger, on est souvent surpris par cette levée de bouclier en France. Et je rajoute à cette question quelqu'un qui dit également, est-ce qu'on ne devrait pas, et je sais que le gouvernement fait beaucoup, on le voit beaucoup passer, communiquer différemment sur tous ces enjeux démographiques, parce que les médias prennent beaucoup d'informations, mais c'est vrai que on est souvent surpris à l'étranger de voir cette levée de bouclier. Est-ce que quelque chose de différent est prévu sur justement toutes ces difficultés et les enjeux et voilà. Donc, en fait, j'ai pris deux questions en une pour savoir comment est-ce que le gouvernement est en train de réfléchir à cette difficulté, parce que vu de l'étranger, alors, il y a effectivement des situations extrêmement difficiles, hein, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais en général, de l'étranger, on est surpris de voir la levée de bouclier par rapport à cette réforme. Oui. Moi, je pense que… Vas-y, je te laisse parler, Charlotte. Non, pardon, mais c'est vrai qu'on a effectivement parfois du mal à même valoriser l'explication de la nécessité de cette réforme et à démontrer et à montrer que dans d'autres pays européens, d'ailleurs on est sans doute le pays aujourd'hui européen qui a l'âge de départ à la retraite le plus précoce. Et donc, on
on essaie au maximum de communiquer là-dessus. Mais c'est vrai que l'écho médiatique aujourd'hui est assez compliqué en France. Je pense qu'on a un rapport au travail qui n'est pas évident. Et comme le disait Marc, on a vraiment l'enjeu de l'emploi des seniors où aujourd'hui, on a quand même une vision en France assez reculée sur le fait de vieillir et de continuer à travailler quand on regarde le taux d'emploi des seniors qui est très bas chez nous, alors que nous avons déjà un âge de départ à la retraite assez éloigné. Donc, on doit vraiment continuer à avancer là-dessus. Moi, je crois que ça passe vraiment par notre relation au travail, la culture qu'on peut avoir au travail et des actions de prévention et de qualité de vie au travail. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'au fond, il y a une raison un petit peu conjoncturelle que je vais quand même rajouter. C'est que la nécessité de la réforme au regard des enjeux financiers est peut-être un peu moins perçue par les Français après 2 ans et demi de quoi qu'il en coûte, de déversement de milliards et de dizaines et de centaines de milliards d'argent public pour protéger les emplois, les entreprises et les citoyens. Je pense que le rapport à la dépense publique a un petit peu changé. Évidemment, pour certaines formations politiques, la solution à cette réforme se trouve dans la taxation de différents agents économiques. Ça peut être les entreprises, ça peut être les actionnaires, ça peut être les plus riches, le capital. Bref, ça n'est pas l'option que nous choisissons depuis déjà 5 ans ou 6 ans avec cette majorité, donc on ne reviendra pas là-dessus. Ça, c'est un peu la raison conjoncturelle. Je vais rajouter quand même, pour aller dans le sens de ce qu'indique Charlotte, une raison un peu plus structurelle. Tu as raison de dire que le rapport au travail est peut-être perçu en France de manière plus problématique qu'ailleurs. Il y a beaucoup de raisons à ça. On discute beaucoup aujourd'hui de la question du sens à donner au travail, de la question de la qualité de vie au travail. Moi, pour m'être intéressé un petit peu à ce sujet dans les dernières années, j'y vois la conséquence d'un dialogue social qui n'est pas de la même qualité en France qu'ailleurs. On évoquait la Suède, qui fait travailler ses seniors beaucoup plus longtemps que nous et qui les fait travailler notamment parce que les conditions de travail que parviennent à mettre en œuvre dans les entreprises suédoises, employeurs et représentants des salariés, sont souvent de bien meilleure qualité. Il y a une réflexion sur l'ergonomie des postes, il y a une réflexion sur la prévention, il y a une réflexion qui passe par un dialogue social de qualité qui est caractérisé par plus de confiance entre les acteurs. Et on sait qu'en France, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, on ne va pas faire une discussion sur le dialogue social en France, mais depuis longtemps, on a un dialogue social qui est beaucoup plus conflictuel. Des représentants des organisations syndicales, c'est pas moi qui l'écris, qui sont plutôt dans une logique de confrontation politique pour certaines d'entre elles que dans une logique de service aux salariés, comme on le voit dans d'autres pays. Et ça peut expliquer qu'au fond, on n'a pas résolu aussi bien qu'ailleurs le problème de la souffrance au travail à travers l'amélioration des conditions de travail permises par un bon dialogue social. Voilà. Je mets ça au débat, le débat est ouvert, mais je pense que ça fait aussi partie des questions qu'on devra se poser, y compris après cette réforme. Complètement. Merci beaucoup. Une autre des questions qui nous a été posée, alors celle-là, elle nous a été envoyée par email. On entend beaucoup dans l'opposition que cette réforme ne serait pas indispensable ou encore que la réforme des retraites servirait à financer d'autres droits ou services publics. Comment est-ce qu'on peut répondre? Alors vous avez déjà pas mal avancé là-dessus, mais comment est-ce qu'on peut répondre voilà, de manière à ce que ce soit compris Alors, moi, je réponds de manière assez franche et assez directe quand je suis interpellé dans les médias là-dessus. Si on considère qu'accumuler 150 milliards d'euros de dettes en 10 ans n'est pas un problème, si on considère que s'éloigner d'un système par répartition, parce qu'un système qui est subventionné par le budget de l'État, ce n'est plus un système par répartition, ça n'est pas un problème, eh bien effectivement, cette réforme n'est pas nécessaire. Mais les constats financiers, ils sont bien établis, et en particulier, je le dis et je le redis, ils sont établis par le Conseil d'orientation des retraites lui-même, à qui on a fait dire un peu tout et n'importe quoi. Sur la deuxième question, à savoir, est-ce que cette réforme va servir à financer d'autres choses? Je pense que les Français sont intelligents et comprennent quand on prend le temps de leur expliquer. Rien
dans les cotisations retraite ne servira à financer autre chose que les pensions de retraite. Mais le relèvement de l'âge légal et l'accélération du taux REN, comme je l'indiquais tout à l'heure, va inciter les gens à travailler un petit peu plus longtemps et va permettre d'avoir plus de gens en emploi. Ça bénéficiera à d'autres cotisations et à d'autres recettes fiscales. Je pense que ça s'explique assez bien. Quand on travaille plus et plus nombreux, plus longtemps et plus nombreux, on crée plus de richesses qui bénéficient à la totalité de la collectivité nationale. Bien sûr, merci. Une question sur une personne de 60 ans pouvant prendre sa retraite anticipée carrière longue au 1er avril 2023, pourra-t-elle prendre sa retraite dans les mêmes conditions au 1er janvier 2024 avec la réforme? Très technique. Alors, ça dépend. Si on est dans le dispositif carrière longue actuel, c'est un dispositif qui permet aux personnes qui ont travaillé 5 trimestres entre 18 et 20 ans de partir de manière anticipée, c'est-à-dire 2 ans avant l'âge légal, qui est aujourd'hui de 62 ans à 60 ans. Ces personnes donc je circonscris le sujet, c'est forcément quelqu'un qui a travaillé entre 18 et 20 ans, si on bénéficie du système carrière longue aujourd'hui. C'est ce que prévoit le dispositif. Quelqu'un qui, dans cette situation-là, arriverait à l'âge de 60 ans après la réforme, aurait besoin de travailler jusqu'à 62 ans. Parce que ce que prévoit le dispositif carrière longue aménagé par le gouvernement, c'est que le fait d'avoir travaillé 5 trimestres entre 18 et 20 ans permettra de partir à 62 ans. Voilà. En revanche, ce que permet le dispositif, c'est ce qui a été expliqué par Charlotte, eh bien, c'est de traiter des situations qui n'étaient aujourd'hui pas traitées, en particulier les situations des personnes qui ont travaillé entre 16 et 18 ans, pour lesquelles on introduit un élément important, surtout dans le cadre de la réforme de l'apprentissage qui concerne désormais beaucoup de monde, c'est la validation des trimestres d'apprentissage au titre du dispositif carrière longue. Ok. Alors, merci beaucoup. On a une autre question, je pense peut-être que ça s'adresse à Madame Parmentier, parce que vous n'avez pas un peu parlé de ça. Pouvez-vous nous donner des détails sur la retraite des handicapés? 55 ans, mais sous quelles conditions? Oui, alors la réforme, comme je le disais tout à l'heure, elle maintient la possibilité de partir à 55 ans. Ce qu'elle prévoit aussi, c'est qu'elle permet d'abaisser un petit peu le seuil d'incapacité, puisqu'il passe de 80% à 50%. Donc, ça permet là aussi de toucher un peu plus de personnes. Ok. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'on a 10 minutes encore et Madame Casbonne avait dit qu'on ferait parler quelqu'un qui est en Finlande, Samantha. Oui. Alors, Si et effectivement, on va laisser quelques instants parce que c'est bien aussi d'avoir des témoignages, même si beaucoup d'entre vous derrière cet écran, enfin derrière ce webinaire sont à l'étranger, mais illustrer aussi, je pense, par certains exemples aussi ce que font nos voisins européens est aussi une bonne chose pour comprendre que cette réforme aussi est nécessaire en France. Et puis, vous dire, comme l'ont bien dit à la fois Charlotte et Marc tout à l'heure, le travail parlementaire va aussi exister dans les prochaines semaines, d'abord à l'Assemblée nationale et puis ensuite au Sénat. Il est clair que si pour l'instant, il reste certainement encore un certain nombre de points à porter pour les Français de l'étranger, par la présence de Marc et la mienne au Sénat, mais également de nos collègues parlementaires de la majorité, nous défendrons et nous porterons aussi dans la mesure où les propositions qui seront faites aussi par certaines représentations, eh bien, nous serons là aussi pour les défendre et les porter, évidemment, dès lors, je le dis, où elles rentrent dans l'esprit de la réforme, puisque notre travail parlementaire, qu'il soit en commission aussi d'ailleurs ou dans l'hémicycle, prendra tout son sens
durant ces échanges, voilà, que nous aurons à partir du 6 mars en ce qui concerne le Sénat. Voilà, mais donc revenir effectivement sur un témoignage d'où nous nous trouvons actuellement, Hugo Plagnol, conseiller français de l'étranger, mais aussi de par sa profession architecte. Eh bien, est-ce que Hugo, tu es prêt à, en quelques minutes, enfin du moins à peu près 5, c'est le temps qu'on s'était donné, de présenter le système de retraite ici en Finlande? Bonjour tout le monde. Oui, merci Samantha. Je vais essayer de faire rapide. Le système a le mérite d'être assez simple, comme souvent en Finlande. Donc, tout le monde doit travailler en fait jusqu'à 63 ans aujourd'hui. L'âge va passer progressivement à 65 pour des raisons similaires à la France, de démographie et de masse de travail à fournir par rapport à un monde plus compétitif. Et donc, une fois que vous atteignez l'âge de la retraite, vous obtenez à peu près 60% de votre salaire moyen. Donc, tout le monde est mangé à la même sauce. Il y a 3 régimes spéciaux pour les militaires, les pompiers et les artistes, à condition de demander et d'être acceptés sur des mesures d'excellence. Alors, pourquoi parler de la retraite finlandaise? Je pense que ça répond à une sorte d'interrogation que j'entends beaucoup de la part des Français, c'est quand va-t-on profiter de la vie? Et les pays nordiques essayent d'y répondre en répartissant les moments où on profite de la vie, en fait. À mon avis, mieux qu'en France. C'est-à-dire que les études sont longues et payées. Il y a des congés paternité et maternité parentaux qui sont payés, qui sont très longs. Il y a des congés maladie qui sont plus généreux. Et il y a des grands congés de formation aussi. Voilà. Ah, je me permets de rebondir, c'est très intéressant parce que il y a un truc dont on n'a pas parlé dans cette réforme et qui est quelque chose qui était prévu dans le programme, qui vise justement à mieux organiser ses temps de vie tout au long de ses temps professionnels et ses temps de loisirs tout au long de la vie. C'est ce qu'on appelle le compte épargne-temps universel. Ça fait partie des annonces de la réforme des retraites, mais c'est quelque chose qui avait été conçu en parallèle à cette réforme. L'idée du compte épargne-temps, c'est simplement de pouvoir épargner du temps qui peut être des temps de congé qu'on ne prend pas, des RTT qu'on ne prend pas. Ça peut être aussi abonder soi-même un petit peu d'argent pour pouvoir utiliser ce temps sous forme de congés divers et variés ou alors sous forme d'un départ plus précoce à la retraite. C'est un élément très important parce qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui bénéficient d'un compte épargne-temps puisqu'il faut un accord d'entreprise pour l'avoir. Et ce qu'on veut faire avec ce compte épargne-temps universel qui va faire l'objet d'une négociation entre les partenaires sociaux, c'est d'abord le rendre universel, c'est-à-dire couvrir l'ensemble des salariés. Ensuite, le rendre portable, c'est-à-dire ne pas perdre le bénéfice des jours qu'on aurait épargnés quand on change d'un employeur à un autre. Et ça doit permettre d'accumuler 6 mois, 1 an, parfois plus sur toute une carrière et de les utiliser à la fois pour faire face à des accidents de la vie, quand vous avez un proche qui tombe malade et qu'il faut passer 3 mois à aider et pour ça suspendre son activité professionnelle, pour se reconvertir. Ça fait le lien avec ce que disait Charlotte tout à l'heure, à savoir des moments de formation, et notamment pour aller vers des métiers moins pénibles. Ça viendra s'ajouter aux dispositifs existants que la réforme des retraites renforce, et puis aussi partir plus tôt à la retraite, si on le souhaite. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est aussi une manière de sortir un peu par le haut de ce débat autour de l'âge de départ à la retraite. C'est donner des perspectives et des droits nouveaux pour mieux gérer ses temps de vie. Très bien. Alors, oui, pardon, Sophie. non, il y avait juste une petite question. Alors, c'est vrai que ça a été posé aussi plusieurs fois, mais pourquoi ne pas mettre en place une retraite par capitalisation? Ouvrir cette possibilité au moins sur une partie des cotisations. C'est vrai que c'est un système qui fonctionne en Amérique du Nord. Donc, voilà, c'est une question qui a été posée. Donc, je ne sais pas si vous avez le temps. C'était juste parce qu'on a encore 5 minutes. On a le temps. Charlotte, Attends, vas-y, juste si tu veux. en 2 mots, je pense que c'est un choix politique fort. Il faut bien à un moment donné arbitrer les orientations vers lesquelles on va et nous avons vraiment réaffirmé notre système de répartition. Et donc, nous ne souhaitons pas demander finalement aux retraités actuels de faire un effort supplémentaire, considérant qu'eux-mêmes ont déjà finalement, étant actifs, cotisé
pour les précédents retraités. Donc, c'est vraiment un choix de continuer à garder ce système et ce lien intergénérationnel. Mais effectivement, ça suppose de veiller à le rééquilibrer en fonction de la démographie. Et ça suppose aussi que les générations pour lesquelles il y avait 4 actifs pour un retraité étaient sans doute un peu plus à l'aise que nos générations actuelles, qui, elles, de ce fait, doivent consentir à cet effort. Et j'en profite, Charlotte, pour également rebondir sur une question qui est plus, j'ai envie de dire presque un commentaire, mais nous sommes finalement assez d'accord pour dire que les femmes n'ont pas vocation à être pénalisées par cette réforme. Tu le disais tout à l'heure, mais Oui, au contraire, hein, si on s'appuie factuellement sur ce que prévoit la réforme, d'abord, elle valorise les trimestres de congé parental pour les carrières longues, je le disais tout à l'heure, donc ça, je crois que c'est quand même un élément fort dont les femmes, évidemment, vont profiter. Ça va permettre aussi aux femmes de valoriser des trimestres pour accéder au minimum retraite. Or, on sait que c'est elles qui ont aussi le plus de difficultés déjà à valoriser ces trimestres. Il y a aussi une amélioration de la prise en compte de la situation des aidants familiaux, puisqu'on va là aussi assouplir, élargir les conditions de droit à la retraite pour les aidants familiaux, qui sont aussi quand même majoritairement des femmes, enfin, très souvent des femmes. Donc, je crois que si on regarde factuellement les choses, ce que prévoit le texte, c'est une réforme qui va plutôt bénéficier aux femmes et aussi aux femmes retraitées. J'ajouterais, pour compléter ce que dit Charlotte, que le montant des pensions de l'ensemble des Français va s'améliorer avec la prise en compte des dernières années de vie professionnelle et avec le principe de la retraite minimale, et qui va s'améliorer plus pour les femmes que pour les hommes, puisque l'augmentation de la pension sera 2 fois supérieure pour les femmes à ce qu'elle est pour les hommes. C'est un point important parce que travailler plus, c'est ce qu'on demande et on l'assume, hein, on demande aux Français, mais ce n'est pas sans contrepartie non plus. Voilà. Très bien. Bien, écoutez, nous arrivons vers la fin du temps qui était imparti. Moi, je tiens vraiment et sincèrement à vous remercier pour la dimension pédagogique, parce que tout s'éclaircit pour ceux qui effectivement avaient encore des questionnements grâce à vos propos et surtout grâce à la sincérité, je dirais aussi de vos réponses. C'est important. On sait à quel point souvent on reproche aux politiques sa langue de bois. Je crois que ce soir, ce n'était pas le cas. Bien au contraire. Voilà, chacun a ses points de vue. Tu le disais, Marc, tu le disais, Charlotte. Vous avez, en votre temps, défendu le vôtre. Il y a eu un arbitrage. Aujourd'hui, nous, parlementaires, sommes là aussi pour, évidemment, hein, peut-être aussi apporter quelques amendements de confort. Moi, je m'adresse encore et à nouveau à nos compatriotes établis hors de France, mais évidemment que nous soutenons sans réserve cette réforme. Et au-delà de ça, nous continuerons de l'expliquer. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour tous ceux qui ne sont pas sur le fuseau horaire. Donc, faites passer le message. Nous continuons à le faire aussi, mais sur le fuseau horaire qui correspond, je dirais, plutôt à l'hémisphère nord. Donc, on parlera davantage à la partie peut-être plus asiatique, en tout cas, et de notre planisphère, là, pour le coup. Donc, voilà, rendez-vous lundi prochain, le lundi 30 à 11 h. Donc, nous serons en compagnie cette fois de Benjamin Haddad et puis également Anne Jeuneté. Et vous dire également que vous pouvez, puisque tu l'évoquais tout à l'heure, encore interpeller aussi le cabinet du ministre en charge aussi pour les Français de l'étranger, le cabinet d'Olivier Becht, pour pouvoir aussi interpeller ou poser quelques questions. Nous nous en ferons également le relais. Voilà, donc chacun prend évidemment part
à cette réforme, je le redis. Et puis, écoutez, en tout cas, merci d'avoir suivi nombreux. Même si nous étions en concurrence, je le sais, bon, c'était un petit peu dommage avec le webinaire organisé par le ministre Olivier Dussopt enfin, à travers les adhérents et les sympathisants Renaissance. Mais en tout cas, nous sommes adressés à un grand nombre d'élus qui eux-mêmes, en tout cas, pourront désormais expliquer et continuer surtout à nous poser des questions pour que nous les accompagnions dans la, je dirais, compréhension et aussi dans toutes les évolutions qui seront faites, apportées par le Parlement, voilà, tout au long de ces prochaines semaines qui s'avèrent être évidemment longues pour les parlementaires que nous sommes, voilà, mais qui seront, j'en suis sûre, fructueuses et puis qui verront aboutir cette réforme. Voilà, merci Marc, merci Charlotte pour Merci votre beaucoup, présence. Samantha. Je me suis permis de mettre le lien dans la fenêtre de discussion vers le simulateur. Très bien. Et le site Suis-je concerné par le projet qui vous permettra de caler un petit peu la réponse à vos situations personnelles. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Samantha. Merci, Et Charlotte. merci aussi pour la présentation du modèle finlandais qui est inspirante et vivifiante pour nous ici en France. Merci. Et merci à toutes et à tous pour ces échanges. Vivifiante, oui, c'est le terme ici en Finlande. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, merci, au revoir.